Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Outlab, c'est le podcast Auto Hebdo, je suis Michael Duforest et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, rassurez-vous, je ne suis pas seul, à mes côtés j'ai évidemment, et cette fois-ci c'est très bizarre parce que nous commençons à avoir quelques petits automatismes maintenant dans ce podcast que nous enregistrons depuis quelques semaines, et je dois maintenant tourner ma tête vers la gauche pour vous présenter Jérémy Satis qui est habituellement à ma droite, donc c'est extrêmement compliqué. Bonjour Jérémy, notre reporter F1, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, je ne suis pas le seul en France, je pense, à pas trop savoir si je suis à droite ou si je suis à gauche. Nous avons... voilà, c'est parfois un petit peu compliqué. Mais ça va très bien, on se remet tout doucement de ce week-end de Formule 4 notamment qui a été en France magique, magistral. Exceptionnel. Dont on ne connaît pas officiellement encore le champion. Mais à part ça, ça va très bien, ça m'a diverti au moins. C'est ça, oui, ça fait passer le temps, c'est ce que vous êtes en train de dire, mon cher Jérémy. Non, mais on devrait lancer les paris. À quel épisode de podcast d'Outlab connaîtrons-nous le nom du champion? C'est vrai ça. Voilà, on verra où on en sera. Pas sûr que ce soit avant qu'on arrive dans les nombres de chiffres. À mon avis, ça risque d'être... On va rajouter une dizaine de semaines, je pense. ça va être un petit peu difficile. Et puis maintenant, je me tourne donc vers ma droite pour voir Valentin Glo, notre spécialiste endurance, que l'on retrouve assez rarement finalement dans Outlab. Donc ça fait plaisir de le revoir. Comment ça va? Bonjour tout le monde, bonjour Michael, bonjour Jérémy. C'est ravi de vous retrouver et d'enfin enregistrer un podcast en dehors des États-Unis. C'est vrai que voilà, les podcasts à 2h30 du matin aux États-Unis, c'est sympa aussi. C'est sympa, mais c'est mieux de le faire un lundi en France. Voilà, un lundi matin sur la région parisienne, c'est tout aussi sympa. On va parler aujourd'hui d'un sujet qu'on a finalement peu évoqué de ces dernières semaines et qui est important, c'est le moteur Renault qui ne sera plus en Formule 1 à partir de 2026. On va revenir un petit peu sur tout cela avec un prisme qu'on a trouvé assez intéressant. Est-ce que ça n'est pas finalement aussi notre côté un petit peu patriotique qui voile peut-être un petit peu la vision des choses et qui n'a pas aussi de la logique purement étatique et bien plutôt simplement purement du point de vue de la société Renault? Voilà, est-ce que ça n'est pas finalement assez logique? On répondra ensuite à vos questions que vous nous avez adressées ce week-end et nous ferons même un détour par le Maroc, mesdames et messieurs, puisque nous retrouverons Mehdi qui est sur place pour le rallye du Maroc, qui est la dernière manche du championnat du monde, de la Coupe du Monde des Rally Raid, avec les débuts de Sébastien Loeb notamment sur le Dacia Sandrider. Donc ça c'est évidemment extrêmement intéressant. Et puis bien sûr, on terminera par un petit jeu qui, comme d'habitude, vous permettra de voir à quel point nos différents collaborateurs ont une culture sport automobile assez importante. Ou pas, voilà, ça c'est à vous de nous le dire, à vous de juger. On va commencer en parlant d'Alpine et de Renault. Renault en Formule 1, ça va donc être terminé, c'est la conclusion qu'on peut tirer, phrase aussi qu'on a l'impression d'avoir dit à plusieurs reprises déjà dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1, mais ça a donc été annoncé lundi dernier, et vous l'avez vu évidemment en couverture du précédent numéro d'Auto Hebdo, lundi dernier, donc l'annonce de la part du groupe Renault de la restructuration de l'usine de Viry-Châtillon qui deviendra l'Hypertech, un centre dédié justement à la haute performance, à la haute ingénierie, et puis dans les petites lignes du communiqué, on apprend qu'effectivement, le projet Formule 1 va se stopper, en tout cas en vue de 2026. Une cellule de veille restera. Magnifique pirouette communicationnelle quand même de la part d'Alpine, il faut quand même le souligner. Chapeau bas aux équipes de communication et je le dis sincèrement parce que franchement je trouve qu'elles ont fait du bon boulot. Même le juge ouzbek a mis un 9,2 alors qu'il est réputé être très sévère habituellement sur ce genre de pirouette, donc c'est le côté Eurovision de notre cher Michael qui ressort. Ah moi dès qu'on peut sortir des points et des pays dont on ne parle rarement, je peux, je le fais avec plaisir, mais effectivement voilà, donc ça va s'arrêter, une cellule de veille est mise en place, c'est à peu près le même schéma que lors du premier départ de Renault dans les années 80, ils avaient quitté totalement la Formule 1 mais en laissant une cellule de veille qui en fait est là pour simplement rester au fait des décisions qui puissent être prises par la FIA notamment vis-à-vis des prochains moteurs s'il y a encore des changements à apporter, mais donc il n'y aura plus de travail journalier sur le moteur de 2026 qui ne verra donc pas le jour, en tout cas pas sous l'appellation Renault. Peut-être qu'il y aura des accords qui seront passés, et on en parle notamment aussi dans Auto Hebdo, et on en parlera encore dans le Auto Hebdo d'aujourd'hui, ce 7 octobre, qui sort en version numérique à partir de 20h. Vous pourrez le retrouver en kiosque dès ce mercredi, comme toutes les semaines. Vous sous-entendez peut-être un constructeur américain qui voudrait venir en F1 et qui pourrait se servir d'un certain moteur comme base, potentiellement. Moi, je ne sais pas. Moi, je rapporte ce qu'on me dit, ce qu'on voit un peu partout, mais ça reste dans le champ des possibles, effectivement, avec
un nom américain d'ancien pilote de Formule 1, peut-être. On a déjà associé à Alpine ces dernières semaines, ces derniers mois. Andretti devait effectivement arriver en Formule 1 avec un moteur Renault à la base. Finalement, peut-être que ce sera toujours le cas, mais de manière un petit peu détournée. Mais ce qu'on voulait remarquer, donc, mis à part ces faits qui ont donc été pris par le groupe Renault, Luca De Meo a notamment donné une interview dans le quotidien L'Équipe, où il est quand même un petit peu sorti la sulfateuse quand même, Luca De Meo, et aussi a tenté bien sûr de défendre cette décision qui a été très critiqué et commenté. En France, c'est clair que vous avez été très nombreux, évidemment, à vous exprimer en défaveur de cette décision. Ça a été le cas, évidemment, aussi des salariés de Viry-Châtillon qui se sont mobilisés ces dernières semaines pour faire en sorte que, justement, le projet se poursuive tout de même. Mais on veut, justement, revenir via ce prisme-là. Est-ce que on réagit pas de manière excessive à cause de ce côté français, et finalement, est-ce que Alpine Renault était déjà si français que cela, sachant que la majorité des choses se passaient à Enstone. Jérémy, quelle est ta vision vis-à-vis de cela? Déjà, j'ai trouvé Luca De Meo très bon dans l'équipe. Forcément, j'ai une pensée pour les salariés, et voilà, j'essaye en fait dans cette histoire d'analyser les faits de façon la plus froide possible. J'essaye aussi de me mettre à la place de Luca De Meo, tout comme j'essaie de me mettre de l'autre côté. Et je trouve qu'il a eu des arguments quand même assez bons. Je félicite Eric Bilderman, au passage, journaliste de l'équipe, pour l'interview, qui est vraiment très bonne. Il y a quand même un argument pour moi qui a été... enfin, deux arguments même qui ont été vraiment massus. Le premier, c'est tout ce qui concerne le coût des moteurs aujourd'hui. Il a dit quelque chose d'assez simple. Il a dit notamment que Red Bull avait investi 600 à 700 millions pour penser sa propre structure de moteur. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un budget de cap de 150 millions à peu près d'euros en Formule 1. Sauf que le budget pour faire tourner une entreprise, pour faire son propre moteur, c'est 200 à 250 millions. Donc on est au-delà même du budget qu'il faut normalement pour faire fonctionner une écurie de Formule 1 sur une saison. Donc je pense que économiquement, c'est très difficile pour certains constructeurs. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est forcément ce qu'il a dit, c'est peut-être ce qui a peut-être le plus fait parler, mais la Formule 1 a changé quand même ces dernières années. C'est vrai qu'il y a certes toujours les fans un peu hardcore de la F1 et de Renault, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est une tradition un peu française qui est géniale, hein, moi d'ailleurs je trouve. C'est vrai que il prend l'exemple de McLaren aujourd'hui. McLaren est en tête du championnat avec un moteur Mercedes. Ouais. Certes, il y a des liens historiques entre les deux constructeurs, mais déjà, ça prouve qu'il est possible d'être compétitif avec un moteur et de jouer les titres avec un moteur qui n'est pas le sien. Et surtout, aujourd'hui, qui pense à Mercedes quand il pense à McLaren? Bien sûr, oui. Personne. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit glissement qui s'est opéré, forcément. Je pense que les travaux menés par Liberty Media depuis 2017 y ont aussi contribué. On s'identifie davantage à la couleur de l'écurie, aux pilotes, à leur visage, à leur caractère, à leur tempérament. Et donc, à un moment, moi j'ai l'impression que cette histoire d'Alpine qui souhaite arrêter son moteur, c'est un peu la confrontation de deux mondes entre le monde de la F1 d'avant et le monde de la F1, j'ai envie de dire même d'aujourd'hui et pas seulement du futur. Et forcément, ça crée toujours un petit peu de casse. Et voilà, après, c'est vrai que sur le plan entre guillemets sentimental, ça pose quelques questions, mais est-ce qu'on peut gouverner une entreprise ou diriger une entreprise avec des sentiments? C'est compliqué, c'est sûr. Difficile. Et ça oppose effectivement ce romantisme de la F1 passée, hein, comme on l'évoque régulièrement, et puis le pragmatisme aujourd'hui qui est au centre de tout cela. Valentin, toi, ta vision autour de cet arrêt assez brutal quand même, il faut peut-être le dire. Oui, assez brutal. Oui, moi c'est surtout ça, un des points qui me dérange, c'est qu'on a un moteur qui est déjà sur des rails pour 2026, dont les données nous sont présentées comme plutôt bonnes, plutôt satisfaisantes, et on coupe l'herbe sous le pied.
Pour moi, c'est une décision qui aurait dû être prise peut-être 2 ans en amont. Et là, c'est un travail qui est jeté par la fenêtre. C'est surtout ça, moi, qui me désole. En plus des 234 personnes impliquées dans la F1 à Viry. Et certes, elles seront probablement transférées sur d'autres projets. Mais leur rêve, c'était la F1. Leur rêve, c'était la F1. Et il n'y aura pas la place pour 234 personnes dans les autres projets de Renault. Donc de Renault Alpine. Oui, clairement. C'est surtout ça. Et effectivement, après, peut-être que si en 2026, Gasly gagne sur une Alpine, je pense que le grand public ne se souciera pas forcément que ce soit un moteur Mercedes qui soit dans le châssis. Mais pour les grands passionnés du sport automobile et de la F1 et les aficionados de Renault, je pense que ces victoires garderont un goût amer. On peut se rappeler dans les années 80, 90, quand les moteurs Renault équipaient d'autres constructeurs, je pense notamment à Benetton, le public français, le public fin connaisseur, avait des affections particulières pour ces équipes-là parce qu'elles étaient motorisées pas aussi par Renault. Bien sûr. Et bon, malheureusement, c'est 50 ans d'histoire là, qui viennent d'être rasés. Ouais, après, comme on dit toujours, qui disparaissent, on peut pas encore le dire, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire, voilà, Renault c'est fini. Encore une fois, Renault, ça a été fini dans les années 80, c'est ça a fini été fini dans les années 90. Oui. Voilà, je rappelle que Renault, fin 2010, a revendu son équipe à Génie Capital, et puis ils sont revenus en 2016, ils ont racheté l'équipe. Enfin voilà, c'est assez cyclique. Ça dépend des têtes pensantes, ça dépend des intérêts de la vie, des enjeux de l'entreprise et de sa bonne santé financière aussi à l'instant T. Exactement, et c'est pour ça que quand on parle effectivement de ce côté patriotisme, c'est malheureusement quelque chose qu'on vit nous aujourd'hui parce que ça touche l'équipe française de F1, et c'est vrai qu'on repense au mot de Luca De Meo il y a quelques années qui voulait faire d'Alpine le Ferrari français, et c'est un peu ce qu'il continue de dire quand même dans l'équipe, hein, finalement, avec les deux pilotes français actuellement, même s'il y aura Jack Doohan l'an prochain à la place d'Esteban Ocon, mais il dit il n'y a pas de raison, en fait, lui aurait souhaité continuer ce projet véritablement français. Il a quand même dit à ce propos qu'il regrettait, le fait que les deux pilotes français se soient rentrés dedans, et deux, qu'il n'y ait que 2 sponsors français sur la voiture, et que ce soit des sponsors internes au groupe Renault. Exactement. Après, est-ce qu'on peut aussi prendre le problème à l'envers? Est-ce qu'on voit qu'LVMH est en train d'arriver avec beaucoup de force en Formule 1 en devenant partenaire global à compter de 2025? On pourrait se dire pourquoi LVMH n'a pas essayé de venir sponsoriser Alpine. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut aussi se dire que les résultats des 3 dernières années ne donnent pas forcément envie d'apposer son image de marque à une écurie qui est en train de baisser en termes de niveau. Donc forcément... Puis on parlait de patriotisme. Finalement, c'est peut-être le dernier clou dans le cercueil du patriotisme vers Alpine, cet arrêt du moteur. Parce que déjà une Alpine qui n'est presque pas bleue, déjà c'était compliqué. Ça fait déjà mal au cœur. C'était compliqué. Qui devient rouge pour faire la promotion d'un film à grand budget à Spa-Francorchamps. Bon, ça c'est pareil. Sur le patriotisme, on repassera. Et puis les nombreux investisseurs également étrangers. Tu parlais de sponsors, Jérémy. Voilà, si l'Alpine est devenue rouge à Spa-Francorchamps, c'est parce que on a fait appel à des acteurs américains comme Ryan Reynolds. Voilà. Donc effectivement, est-ce que cette écurie était encore si française que ça? Moi, j'ai aussi peut-être une question à poser. C'est parce qu'on parle beaucoup de patriotisme et de romantisme, qui pour moi sont un peu liés. Quand on est français, on est un petit peu les deux en général. Est-ce qu'on peut vraiment, à l'heure où la F1 est en train de devenir de plus en plus internationale, de plus en plus américaine aussi, c'est sûr. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à être compétitif? Enfin, continuer. Comme on l'a dit, ça fait 3 ans qu'ils ne le sont plus. Mais est-ce qu'on peut être compétitif en étant replié, j'ai envie de dire, sur des valeurs simplement d'un pays, en se disant, bon, bah voilà, ça c'est américain, donc on va pas le faire, ça c'est... Pour moi, c'est un peu compliqué quand même. Ça va dans le sens de l'évolution du monde. Si ça va dans le sens de la mondialisation, on ne peut pas se limiter à une production 100% française, effectivement, si on veut être compétitif. Moi, ce qui me dérange, encore une fois, c'est plutôt le timing. C'est plutôt ce timing. Ouais. Oui.
Alors, sachant que oui, les choses avaient déjà bien avancé, mais je te rejoins, Jérémy. C'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, on peut. Mais on est un pays, la France aussi, on aime beaucoup ce petit côté exception. Exception culturelle, exception sportive, voilà. Mais c'est vrai que des fois, il faut parfois réussir à comprendre justement ce côté. Et alors que paradoxalement, Renault était une des premières équipes à avoir réussi avec cette internationalisation, cette mondialisation, puisque les titres de 2005 et 2006 étaient obtenus par cette structure hybride Enstone-Viry. Donc déjà, il y avait, en théorie, en tout cas à l'époque, cette symbiose, cette communion entre les deux qui clairement a disparu depuis 2016, hein, dans ce qu'on comprend entre les deux, et on avait même récemment, on se tirait plus un peu dans les pattes, et c'est vrai que Enstone disait oui, mais le moteur n'est pas bon, mais le moteur répondait oui, mais votre voiture elle est toute carbone parce qu'elle est trop lourde, enfin voilà, il y a plein de petites guerres internes, donc déjà ça va peut-être aider Alpine à l'avenir là-dessus. Tu voulais rajouter quelque chose, Jérémy? Non, simplement tu parlais d'exception. Le problème c'est que l'exception française depuis 2 ans, c'est que le seul moteur qui a 20-30 chevaux de moins, c'est malheureusement le moteur français. Alors, les chiffres n'ont jamais été vraiment officiels. Ouais. Viry va dire oui, mais non, il y a un peu moins. Enstone va dire qu'il y a sans doute plus. Bon, il y a quand même un déficit moteur. Les dirigeants successifs l'ont toujours dit. Esteban Ocon, Pierre Gasly également. Donc, moi, je veux bien, encore une fois, qu'on nous dise que le moteur, les chiffres avancés sur le moteur 2026 étaient bons. Je me souviens des dirigeants en 2022, à l'hiver 2022, avant la nouvelle réglementation, nous dire que ah non, mais franchement, au niveau du moteur, là, on va être vraiment très très bien. On n'a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que là, on est 2 ans en amont et on nous dit déjà que à un moment, je comprends, ils essaient forcément de sauver un petit peu leur travail et leur passion et tout ça, et peut-être en effet que le moteur était bon. Simplement, on peut pas le savoir. C'est un sport de comparaison, la Formule 1. Mais complètement. Et comme tu ne connais pas les autres, c'est difficile. On se rappelait avant de commencer cette émission, en parlant d'arrêts brutaux, on va dire, de programme, Toyota qui arrête fin 2009 de manière très brutale. Et tout le monde promettait que la TF110 était une machine qui allait gagner le titre. Mais c'est très facile à dire une fois qu'elle n'est pas en compétition. Honda aurait pu le dire, et on a vérifié que c'était le cas en 2009 quand c'est devenu Brown GP, mais voilà, il y a eu cette chance inouïe de pouvoir continuer le projet, et la Toyota ne peut pas savoir. Je pense pas que c'est en engageant des Stéphane Grand Prix, comme c'était le cas à une époque, on aurait vraiment pu avoir une idée de cette compétence. On avait Peugeot, qu'on avait évoqué aussi avec Valentin. C'est Sebring en 2012. Finalement, est-ce que les interruptions brutaux, c'est pas ça, les projets ce n'est pas ça l'exception à la française? Voilà. Est-ce que finalement arrêter d'un coup un programme sur décision d'un board n'est pas quelque chose de très français? Non, plus sérieusement non, parce que dernièrement on pourrait citer Audi qui a brusquement décidé d'arrêter son programme LMDH avant d'arriver en cheval du monde d'endurance, alors que les châssis étaient déjà prêts. Donc, voilà. Non, mais c'est pour terminer, on va dire, c'est pour ça que on comprend effectivement la colère, et c'est normal et c'est légitime, parce qu'il y a encore une fois plus de 230 personnes qui ont travaillé sur ce moteur, qui pour beaucoup rêvaient de Formule 1 et étaient vraiment en train de vivre le rêve d'ingénierie et de mécanique qu'ils souhaitaient mettre en avant. Mais c'est malheureusement la vie d'une équipe qui est alignée avec un constructeur. On n'est pas à l'abri que dans 3, 4, 5 ans, le PDG de Mercedes change et que le nouveau déteste le sport automobile et dise on arrête tout. Comme on n'est pas à l'abri que un nouveau PDG vienne chez Renault à la place de Luca Medeo et dise non mais il faut absolument qu'on revienne en Formule 1, et Renault reviendra peut-être. C'est malheureusement assez cyclique comme ça, et ça fait partie de ces conseils d'administration. Jérémy, pour terminer. Je dirais, pour dézoomer un peu la question d'Alpine et de son moteur, on l'a dit, la Formule 1 est en train de changer drastiquement. Elle a mis en place un budget de cap qui est absolument fantastique. C'est sans doute la meilleure décision qui ait pu avoir été prise ces dernières années. Peut-être va-t-il falloir aussi revoir un petit peu le schéma et le modèle pour les moteurs, parce que, franchement, quel est l'intérêt, à part pour les 1-2 top écuries qui veulent absolument maîtriser tout et avoir vraiment leur destin en main à 1000%, quel est l'intérêt aujourd'hui de dépenser, comme le disait Luca De Meo, 7 ou 800 millions, ne serait-ce que de mise en place du projet, pour ensuite
voilà, 200 à 250 millions voilà, pour pouvoir gérer l'entreprise annuelle. Quand, et là aussi c'est des chiffres avancés par Luca De Meo, voilà, la location d'un moteur Mercedes c'est 20 millions par an. Donc je pense qu'il va aussi falloir peut-être que la F1 et la FIA fassent quelque chose pour aider et donner envie aux constructeurs d'être motoristes en F1 à l'heure où, en effet, produire son propre moteur en termes d'image de marque n'est peut-être finalement plus si décisif que ça. Sauf qu'on pourrait se retrouver face à un problème. Si ça continue comme ça dans 3, 4, 5 ans, c'est qu'on aura de moins en moins de motoristes. Et je vais même rebondir sur Audi, qui a eu le courage là d'arriver, qui va venir en 2026 avec un nouveau moteur, enfin avec son propre moteur. Ils vont déjà scoltiner une écurie qui est un peu dans le dur. Bon, ça c'est une chose. Mais surtout, on entend déjà que hier, il y a du retard de prix sur le moteur Audi. Et on sait que dans un objectif de limitation des coûts, je ne serais pas étonné que les moteurs soient gelés à l'issue de 2026. Et donc, du coup, qu'est-ce que va faire Audi en 2027, 2028, 2029, 2030 ? Se dire, on attend 2030 ? Enfin, voilà, ça va être un problème peut-être qui va se poser à l'avenir. C'est dans cette même optique-là que Ford, qui arrive également en tant que motoriste en F1 2026, va s'appuyer sur les moteurs, sur la base existante de l'architecture, merci déjà exemple, de Red Bull. Bien sûr. Donc, au moins, il part pas de Honda. Et du coup, Honda. Et c'est pour ça qu'il se dit que Andretti Cadillac, si ça venait à se faire, pourrait repartir avec la base de ce fameux moteur Renault. Ce qui serait finalement ce moteur Renault. On pourrait peut-être finalement voir en quelques années s'il était vraiment bon ou pas. C'est ça, là on pourra jouer. Mais sûr. Pas dans une Alpine. C'est ça. Mais c'est voilà, effectivement, et je te rejoins, j'avais mis sur le côté du budget cap, ça a été fait de manière intelligente puisque maintenant les équipes, alors elles sont pas réellement rentables tout de suite, c'est plutôt à la revente, mais il y a ces perspectives, mais il y a quand même beaucoup de sponsors qui rentrent, il y a beaucoup de cash qui rentrent, et donc aujourd'hui, rappelez-vous, Honda s'est retiré pour finalement rester quand ils se sont rendus compte que ça gagnait, mais Red Bull a eu les moyens de pouvoir prendre à sa charge ce côté-là, et donc c'est ce qui est important je trouve, c'est qu'on a beaucoup plus paradoxalement d'écuries qui sont quand même indépendantes, on a Ferrari, Mercedes qui sont vraiment constructeurs. Mais ce qui prouve que les moteurs du coup sont plus décisifs, parce qu'avant une écurie qui avait un moteur Mercedes était presque une écurie B Mercedes par définition, et inversement. Exactement, mais au moins ça permet de se dire que si les constructeurs se retirent, comme ça a été le cas fin 2008, fin 2009, la Formule 1 n'est pas spécialement en danger au niveau de sa survie, puisque tous ces indépendants vont pouvoir prendre les moteurs. Alors peut-être qu'il restera 2 motoristes dans quelques années, c'est pas possible. 2 motoristes, c'est très dangereux. C'est très peu, c'est sûr. C'est très dangereux, parce que s'il y en a un qui décide d'arrêter, on peut pas faire une monotype. Formule 1 tout le monde avec le moteur Mercedes, quoi. C'est ça. Parce que et même si moi, je suis Mercedes, je tourne les boutons, ils ont pas le droit de le faire, mais je tourne les boutons de puissance, et puis voilà, je veux dire. Puis même s'il y a 2 moteurs, il y en a un qui domine, tout le monde va le prendre, et voilà, ce sera pas viable. Mais au moins, parce que rappelez-vous, la situation quand même, quand BMW, Toyota, Honda s'étaient retirés, on commençait à avoir l'impression que la grille serait résumée à 16 voitures, ça commençait à faire grise mine. On n'imagine pas ce genre de choses arriver maintenant, mais c'est vrai que voilà, Alpine a peut-être pris aussi ce contre-pied-là en disant, écoutez, on retire notre affaire de motoriste, mais on reste quand même sur la grille. Et moi, je suis prêt à prendre le même pari que Luca De Meo, quand on leur espère, quand une Alpine gagnera de nouveau, on s'en réjouira en disant, voilà, c'est français. Jérémy. On va dire dans le malheur de perdre ce moteur Renault, parce que on a beau égrener des arguments objectifs et qui se veulent le plus neutre possible, ça reste une déception. Donc derrière ce malheur-là, il y a une petite partie de moi qui est curieuse et presque content de se dire la pression est sur Enstone maintenant. On a tellement entendu de choses, on a tellement entendu une grande majorité des Anglais d'Enstone toujours remettre la faute sur le bouclier sur Viry-Châtillon, les vilains François, les vilains Gaulois qui n'en font qu'à leur tête et qui ne prennent même pas en compte le dessin de la voiture pour introduire du mieux possible le Power Unit. Il disait effectivement qu'il se sentait être une écurie cliente des fois, c'est assez particulier. Et bien maintenant ils sont aux commandes, ils sont au pouvoir, ils vont avoir
potentiellement le meilleur moteur possible, ou en tout cas, je pense que tout le monde sera à peu près dans un mouchoir. Donc le moteur ne sera plus une grosse affaire, on va dire. Quoi qu'il faudra voir, parce qu'avec la réglementation très compliquée 2026, avec en première année, on peut revivre un peu 2014. Hein, j'ai un peu peur de ça. C'est pas faux, mais disons, allez, à moyen long terme, ça va peut-être être un petit peu différent. Donc moi, j'ai hâte de voir et j'attends Enstone au tournant. Il va falloir trouver des points d'aéro, tous les points d'aéro qu'ils n'ont pas été capables d'aller chercher ces dernières années. Et on espère qu'ils pourront mettre de la peinture sur cette voiture aussi. Et voilà, exactement. Pas mal. Et oui. Parce que le carbone, c'est sympa, mais ça fait pas rêver. C'est pas terrible. C'est quand même plus beau de voir une Alpine bleue monter sur le podium à Fuji, par exemple, en WEC. Exactement. Là, on est bien français. Le côté patriotisme français, il brille. Voilà, parce que finalement, est-ce que ce ne serait pas la finalité de ce débat? Si vous cherchez une Alpine française, regardez le WEC, elle est bleue, blanc, rouge. Il y a des pilotes français. C'est vrai. Et elle fonctionne. C'est géré par des Français aussi. Bref, il y a tout ce que vous aimez. Cocorico. Et après ce débat, messieurs, et cette analyse, on va dire, de la situation à Enstone et à Viry-Châtillon, plus à Viry-Châtillon qu'à Enstone, mais ce sera plus Enstone dans les années à venir, répondons à quelques-unes des questions que vous nous avez adressées. Vous pouvez le faire, n'hésitez pas évidemment sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok, sur le site Auto Hebdo, par Pigeon Voyageur. Oh, wow. Les grands esprits viennent de se rencontrer, vous voyez, c'est incroyable. Ce qui vient de se passer, c'est absolument prodigieux. La première question qui vient de 2LE sur Instagram et qui lui dit « Et si Audi attendait finalement, mon cher Jérémy, de signer Sergio Pérez dès 2025 ?» C'est vrai qu'on a évoqué 17 pilotes à peu près pour ce deuxième baquet Audi, mais jamais Sergio Pérez. J'aime beaucoup cette question parce que, pour le coup, on parle souvent un petit peu, ça va un peu dans tous les sens en général, le mercato, et celle-là, on l'a pas trop entendue encore. J'ai envie de dire pourquoi pas, il n'y a pas d'infos concrètes qu'on se mette d'accord là-dessus. En revanche, Sergio Pérez a beau avoir signé une prolongation de contrat et être normalement au show pour la saison prochaine, dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Il y aura encore un point qui sera fait en fin de saison. Il n'est pas impossible, si Liam Lawson performe comme il faut et très bien sur ses 6 dernières courses avec Racing Bulls, qu'il ait une chance de monter carrément dans la Red Bull si notre ami Sergio Pérez ne redresse pas la barre. On a cru qu'il a redressé à Bakou, puis finalement Singapour, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Donc pourquoi pas, et je pense que même pour Sergio Pérez, qui franchement, et je pense être plutôt un bon pilote et qui passe un petit peu pour un, je vais pas dire pour un idiot chaque week-end, mais pas loin, à côté de Max Verstappen, je pense que ça pourrait être une bonne façon de repartir sur un cycle de 2-3 ans et de pas arrêter la F1 de sitôt. C'est vrai, on peut aussi se poser la question pourquoi Audi attend à ce point, parce qu'ils ont Bortoleto et Bottas qui sont quand même les deux grands favoris. Il y a Colapinto dont on parle aussi, mais c'est vraiment ces deux-là qui sont les deux grands favoris. D'autant que, signer Bottas une année de plus, conserver Bottas, on peut se poser la question un peu du pourquoi. Bortoleto, j'imagine qu'en effet, ça permettrait de faire confiance à la jeunesse, mais Bortoleto a un contrat McLaren, donc j'imagine qu'il y aura forcément une clause de retour. Donc former un jeune pour se le faire reprendre au moment où il arrive à maturité, je ne sais pas si c'est stratégiquement la meilleure chose à faire. Checo Pérez, pourquoi pas, et ça apporte en général, il y a des gros sponsors mexicains derrière. Franchement, ce serait pas déconnant. Quoi qu'il arrive, ils ont peut-être tout intérêt, Audi, à continuer d'attendre de voir ce qui va se passer, puisque c'est le dernier baquet disponible, donc ils sont en position de force. Moi, si j'étais eux, j'attendrais. Et en effet, pourquoi pas profiter des opportunités de marché que représenterait Sergio Pérez. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et par ricochet, ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir Isaac Hadjar chez Racing Bulls en F1. On croise les doigts. Et on a la Farge Timéo qui nous a envoyé une question qui va nous mettre peut-être dans le beau drap, cette affaire. C'est sympathique de nous mettre comme ça sur le fait, mais il nous demande qui est notre pilote de Formule 1 préféré, à nous trois, dans ce cas-là, depuis 1950. Commençons à ma droite par Valentin Glot. Aucun doute possible à la réponse. Il est finlandais, il est double champion du monde. Il s'appelle Mika Häkkinen. C'était pas Bottas. Non. Je me demandais où est-ce qu'il allait au début. Si on nous avait demandé cycliste préféré, j'aurais répondu Valtteri Bottas. Oui, parce que Audi va peut-être miser sur sa 133e place au championnat du monde de gravel dans sa catégorie pour faire un petit peu de marketing. Pourquoi sérieusement, Mika Häkkinen. Et en fait, tout simplement, c'est avec Häkkinen que, ça correspond à mes premières années de suiveur de F1 en tant que fan, à ma
tendre jeunesse. Et donc Mika Häkkinen, qui est à ce moment-là double champion du monde 98 et 99. Voilà, j'ai grandi avec ces titres de champion du monde. C'était le rival Oni de Michael Schumacher. Et dans ce côté bien français de préférer, on va dire, un peu le poulidor au Jacques Anquetil. Et je préférais Mika Häkkinen. Et j'ai un souvenir notamment ému de sa manœuvre sur Michael Schumacher à Spa, au-delà du pauvre Riccardo Zonta, qui j'aurais pas aimé être à sa place à ce moment-là, quand on voit les deux bolides passer à cette vitesse-là. C'était spécial, hein, clairement. Là, c'était compliqué pour le pilote BAR. Jérémy, hormis évidemment Charles Leclerc, vous commencez à connaître, vous commencez à connaître votre lap, mais sinon. C'est tellement difficile à dire. Bon, je ne veux pas dire que c'était mon héros de jeunesse parce que c'est ridicule, mais j'avais quand Michael Schumacher a commencé à gagner un petit peu ses championnats du monde avec Ferrari, j'avais beaucoup de peine et beaucoup de tendresse pour Ralf Schumacher parce que je me disais franchement, c'est le frangin, l'autre en face il gagne absolument tout. Je veux dire, ça doit être compliqué. J'avais pas totalement compris à l'époque que forcément il y avait des niveaux de performance ultra différents sur les voitures, et je me disais franchement, et donc dès que je le voyais performer, je me souviens, j'étais très content pour lui. Donc de là à dire que c'est mon pilote préféré depuis dans l'histoire de la F1, c'est vrai que c'est fort là, j'irai pas jusque là. Après j'irai forcément difficile de pas évoquer Ayrton Senna, mais je dirais que pour être plus contemporain, je dirais Lewis Hamilton jusqu'en 2017-2018, où j'ai commencé à me lasser un petit peu. Ah oui. Et je dirais quand même que peut-être Lewis Hamilton au global. Mmh. Pour ce qu'il présente aussi en dehors du sport, j'imagine. Et voilà, exactement, et le titre de 2008 aussi, qui a été fantastique. Mmh. Et j'ai eu beaucoup de peine pour lui en 2016 aussi. Donc voilà, mais bon, s'il pouvait être battu par vous savez qui l'année prochaine chez Ferrari, ça me dérangerait pas du tout. Ah, oui. Et toi, Michael? Moi, tu sais, je sais pas, Phil Hill, Jack Brabham. Non, ça c'est juste évidemment pour vous faire croire qu'on a connu ça, même si je suis le doyen de ce podcast. C'est vrai. Mine de rien, c'est voilà, histoire de bien se mettre encore un petit coup. Non mais un Takuma Sato, un Marcus Ericsson, des vainqueurs d'Indianapolis, quoi, qui sont passés par la F1. C'est vrai que Marcus Ericsson a gagné les 500 bases d'Indianapolis, c'est important de le rappeler. Non, évidemment, outre Fernando Alonso aussi, parce que là, lui, ce qui est bien, c'est qu'il a bercé mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte aussi maintenant, et que c'est pas terminé. Mais je mettrai toujours, moi, une petite pièce sur Nigel Mansell. Voilà, c'est vraiment... C'est la classe. C'est vraiment le pilote... la quintessence du pilote automobile de ces années-là, c'est-à-dire que gros cœur... Quelle moustache! Quelle moustache, franchement, déjà, ça fait 80% de mon attirance vers Nigel Mansell. Mais voilà, c'était ce côté tête brûlée, mais sans vraiment l'être. Il prenait pas non plus de risques complètement inconsidérés, mais on ne peut pas dire que toutes les décisions qu'il prenait au volant étaient forcément les plus inspirées. Et ça, j'ai toujours une petite tendresse pour ces gens-là qui le font pas de manière complètement folle, mais qui des fois vont pas être très malins, notamment quand il était reparti des stands à Estoril, et il s'est dit non, mais je vais faire une marche arrière, c'est bien, c'est pratique, et plein de choses comme ça. Il y a pas mal d'histoires avec Nigel Mansell. Valentin? Moi, j'aimerais rajouter une petite pièce, une petite mention également pour Jenson Button. C'est vrai. J'avoue, son titre en 2009 a été pour moi un grand moment. C'est un des plus grands exploits ce titre du improbable. sport automobile et du sport en général, ce titre improbable, et j'ai toujours beaucoup aimé son style de pilotage tout en douceur, et son côté métronome sur les pneus, et ça a été un honneur et un plaisir de le rencontrer cette année en championnat du monde d'endurance. Que vous pouvez lire dans Auto Hebdo d'ailleurs, l'interview de Jenson Button. Pas d'ensuite cette semaine, mais retournez quelques épisodes en arrière. Dans le guide des 24 heures du Mans, si vous le souhaitez. Voilà. Donc écoutez, c'est le bon plan lecture de la semaine. Et d'ailleurs, si jamais vous avez quelques numéros Auto Hebdo que vous avez loupés parce que vous n'êtes pas abonné, ce qui est quand même mieux, mais bon, imaginons, n'hésitez pas à aller sur autohebdo.beaushop.fr, vous avez tous les précédents numéros qui sont disponibles, histoire bien de compléter, pourquoi pas, votre collection. Et puisque là, vous nous avez posé des questions, moi aussi, j'ai des questions à poser. Et je les pose au Maroc,
à notre ami Mehdi Cazoran qui est au Rallye du Maroc cette semaine, avec donc, on vous le disait en début d'émission, les débuts notamment de Dacia et le Dacia Sandrider avec notamment Sébastien Loeb. Et c'est la première question, mon cher Mehdi, que j'ai envie de te poser. Est-ce que Sébastien Loeb, il a une chance de remporter ce Rallye du Maroc 2024? Malheureusement, les fans de Sébastien Loeb vont être déçus de ce que je m'apprête à leur dire. L'Alsacien ne remportera vraisemblablement pas ce Rallye du Maroc 2024. Alors, ce n'est pas une vision de l'esprit que j'ai eue, mais c'est tout simplement le pilote lui-même qui nous l'a dit lors des vérifications techniques qui se sont déroulées à Marrakech samedi dernier. Sébastien Loeb, qui dispute ici son tout premier rallye avec le Dacia Sandrider, ne pense pas pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire, tout simplement parce que sa voiture est beaucoup trop neuve, beaucoup trop récente pour pouvoir se mêler à la lutte avec les Toyota Hilux, par exemple, qui, eux, roulent depuis belle lurette dans le désert. Donc ce rallye du Maroc, c'est avant tout l'occasion pour l'équipe Dacia de tester la voiture, tester la mécanique et la fiabilité, voir s'il y a des changements à apporter sur diverses pièces et voir si le moteur V6 turbo essence fonctionne correctement. Voilà, donc n'attendez pas trop de grandes performances de la part des Dacia et de Sébastien Loeb, mais c'est le plan qui est lancé par Dacia et par l'équipe anglaise ProDrive qui s'occupe du développement du véhicule. Donc il faut être patient pour voir les premières performances du Dacia. Bon, effectivement, voilà, ça va être un petit peu compliqué peut-être pour Sébastien Loeb. Quel est finalement l'intérêt de cette épreuve? Pourquoi c'est important de se rendre au Rallye du Maroc, notamment pour Dacia, pour débuter le programme Sandrider, au lieu d'attendre le début de la saison 2025, notamment? Le Rallye du Maroc, c'est tout simplement la dernière manche du championnat du monde de Rallye Raid, le W2RC, avec tout ce que cela peut compter de concurrents d'ordre mondial, que ce soit en moto ou en auto. Le championnat du monde de Rallye Raid qui se conclut donc au Maroc avec 5 étapes qui vont proposer des parcours assez variés et qui sont représentatifs des terrains que les concurrents vont retrouver sur le prochain Dakar qui sera à suivre à partir du 3 janvier prochain. Donc il y aura un mix entre des spéciales rapides, des spéciales sablonneuses avec beaucoup de cordons de dunes à négocier et enfin une 5e et dernière spéciale marquée par un jeu de navigation très important de la part de David Castera, le directeur de l'épreuve, qui est également le directeur du Dakar. Merci Mehdi. Et avant cette finale du championnat du monde de Rallye Raid, quel est un petit peu l'état du classement du championnat? Qui sont les pilotes qui ont des chances de remporter la couronne cette semaine? Alors, on vient de parler de Loeb, mais il y a également 2 autres pilotes qui roulent pour l'équipe Dacia. Il s'agit de l'Espagnole Cristina Gutiérrez, qui a gagné le Dakar 2024 en catégorie Challenger, autrefois appelé SSV T3, et également le double champion du monde sortant de Rallye Raid, j'ai nommé le Qatari Nasser Al-Attiyah. Donc Nasser Al-Attiyah qui vise au Maroc une 3e couronne successive. Ce sera néanmoins pas chose facile car même s'il est en tête du championnat du monde, il découvre une nouvelle voiture dont la fiabilité reste quand même un gros point d'interrogation et face à lui, il a comme adversaire principal le Saoudien Yazid Al-Raji qui roule sur un Toyota Hilux depuis 3-4 ans, voire même 5 avec les différentes versions du 4x4 japonais. Et il y a une quinzaine de points qui séparent les 2 hommes à l'avantage de Nasser Al-Attiyah avant le départ de ce rallye. Les concurrents peuvent inscrire des points lors de chaque étape. Et ce sont des points qui seront entérinés uniquement si ces pilotes-là voient l'arrivée finale prévue vendredi soir. En plus de cela, il y a également un barème de points sur le classement général du rallye, un petit peu à la manière de ce qui se fait actuellement en WRC. Donc suspense total jusqu'à l'arrivée finale vendredi soir. Eh bien, merci beaucoup Mehdi. Vous le retrouverez sur autohebdo.fr et dans le magazine évidemment toute la semaine pour nous faire vivre ce rallye du Maroc. Et oui, c'est important de le rappeler évidemment quand on est sur place, bien sûr, de vous faire venir et parvenir quelques petites informations de là-bas. Allez, il est temps de les mettre au défi, nos chers amis Jérémy et Valentin. Il est temps de faire ce petit jeu de fin de podcast. Nous sommes le 7 octobre, messieurs, et je vous propose donc de repartir dans un 7 octobre de 2012. C'était ce jour-là le Grand Prix du Japon
sur le circuit de Suzuka. Ils étaient 24 au départ de ce Grand Prix. La grande époque de la Formule 1 à 24. Vous allez me dire chacun à votre tour qui en faisait partie, tout simplement. Vous avez droit à une faute comme d'habitude. Je commence à ma gauche, je commence avec Jérémy Satis, qui me dit tout de suite de commencer vers Valentin Glo. Histoire qu'ils disent... C'est un petit peu question pour un champion, si vous voulez. Voilà, il passe la main, il a bien raison. Donc Valentin, premier pilote. Lewis Hamilton. Bravo. Il a fini où 5e, Lewis Hamilton. Jérémy. Nico Rosberg. Tout à fait, Nico Rosberg, qui a abandonné dès le premier tour du Grand Prix. Valentin. Sébastien Vettel. Qui a gagné. Sébastien Vettel qui remporte ce Grand Prix. Romain Grosjean. Romain Grosjean qui a terminé 19e sur, et je cite statf1.com pour ne pas les nommer, retrait volontaire. Ah. Ça, c'est les raisons qu'on apprécie. Valentin. Ne serait-ce pas le seul podium en F1 de Kamui Kobayashi? Tout à fait, à domicile, Kamui Kobayashi, qui a résisté jusqu'au bout. Bravo à Kamui Kobayashi et à Valentin, bien sûr. Sergio Pérez devait être de la partie. C'était son équipier, tout à fait, Sergio Pérez, qui a abandonné sur tête à queue. Ah, je crois que c'est l'époque où il tentait des dépassements à l'épingle et que ça s'est mal terminé cette fois-ci. Valentin. On a dit Vettel, Kobayashi, à part Felipe Massa. Qui fit 2e. Sur le podium. Ça, pour trouver un Massa sur un podium en 2012, c'est très fort en plus. Jérémy. Michael Schumacher. Mais oui, 11e. Oui, c'était moins terrible qu'avant, c'est sûr. Valentin. Kimi Räikkönen. 6e. 6e Kimi Räikkönen avec la Lotus, on peut le dire maintenant, puisqu'il était équipé de Grosjean. Jérémy. Mark Webber. Mark Webber, tout à fait, 9e. Accroché au départ par Romain Grosjean, c'est ce jour-là où il l'a traité du fou du premier tour. C'était cet accrochage-là, messieurs. Donc ça fait 12 ans. Pile poil, bon anniversaire. Valentin. Bon, c'est compliqué cette histoire. C'est vrai que là, On en a 10 pour info, sur 24. C'est peu. Oh, attends, je t'entends ce truc là. Charles Pic. Charles Pic. Chez Marussia, il a abandonné sur casse-moteur. Vous savez quoi, je vous enlève même la faute que vous avez le droit de faire. Tellement vous êtes bon. Voilà, vous êtes trop bon. Daniel Ricciardo. Ah non, parce que là on arrive dans la partie la plus difficile. Daniel Ricciardo, 10e. Timo Glock. Timo Glock, l'équipier de Charles Pic, 16e. Nico Hülkenberg. Et oui, il a fini 7e, Hülkenberg. Incroyable, mal, hein. let's go. Comme quoi, rien n'a changé finalement. Il faisait toujours les mêmes places. Vous en avez 14, il en reste 10. Oh là 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 là. Il y a du gros nom, il y a du... Il y a de la légende de la F1. Valentin. J'en ai en tête, mais j'ai pas une énorme dinguerie. Ça serait marrant. Jules Bianchi. Et non, il a commencé en 2013, malheureusement. Ah. Jules Bianchi chez Aïe, Marussia. aïe, Aïe. Mais si Jérémy répond mal, je décréterai que personne n'a gagné. Et que finalement, qui aura perdu la Formule 1 Jérémy Satis. Kovalainen. Oh, alors je ne sais pas d'où il le sort, c'était pas lui l'obvious, mais oui, 15e. Non, c'était pas lui l'obvious, mais... Kovalainen chez Caterham, tout à Et fait. c'était qui l'obvious du coup? Champion du monde britannique. Button. Bah oui, Jenson Button, effectivement. J'y ai pensé. Il y avait du Button, il y avait du Pastor Maldonado, du Paul Di Resta et Jean-Éric Vergne, les équipiers de chez Peugeot aujourd'hui, Bruno Senna, Vitaly Petrov, Pedro de la Rosa, Oui. et le plus obvious de tous, je suis navré, Narain Kartikeyan, Oh, j'y ai pensé, j'hésitais à le C'était dire. l'Indien ça? l'Indien qui avait été surnommé le concombre par Sébastien Vettel. N'hésitez pas, si vous avez le contact de Sébastien Vettel, à lui demander pourquoi. Parce que j'ai toujours pas compris pourquoi il l'avait insulté de concombre. C'était au Grand Prix de Malaisie 2012. Encore une fois, on vous rappelle quelque chose de très important à retenir. Le cerveau humain ne peut retenir qu'une quantité limitée d'informations. Pourquoi est-ce que je retiens tout ça ? Vous le saurez peut-être dans un prochain épisode d'Outlap, puisque nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On s'arrête sur Narain Kartikeyan. Finalement, voilà, c'est peut-être une très bonne manière de terminer ce podcast. On espère que ça vous a plu, bien sûr. Merci Valentin, merci Jérémy. Merci à vous. Plaisir. De m'avoir accompagné. On se retrouvera lundi prochain. N'oubliez pas, bien sûr, Auto Hebdo qui sort à 20h en version numérique ce soir et mercredi en kiosque.